Alors bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo concernant le thème 5 de la spécialité géopolitique, l'environnement entre exploitation et protection, un enjeu planétaire. Alors de choses, je tenais à m'excuser à toutes les personnes pendant qui j'ai dit que je ne ferais pas de vidéo sur l'environnement puisque ce thème ne m'intéressait pas, ce qui est toujours à peu près le cas, en tout cas il m'intéresse moins que les autres. J'ai assez peu envie en fait de faire cette vidéo à la base, mais j'ai changé d'avis puisque j'ai des bacs blancs personnellement qui arrivent, parce que mon lycée, même si je n'ai plus de bac, même si j'ai plus de bac, pardon, mon lycée a décidé quand même de maintenir des bacs blancs. Et donc je fais quand même cette vidéo histoire de réviser et de permettre donc à ceux qui voudraient également réviser ce thème-là de pouvoir le faire. Alors on va commencer donc cette vidéo par logiquement une introduction. Introduction donc qui va porter sur l'évolution de la notion donc d'environnement à travers les âges. Alors avant toute chose, la notion d'environnement à l'Antiquité. La nature, dans l'Antiquité donc, est avant tout divinisée. Cette divination permet de fournir une explication et une illustration à de nombreux phénomènes naturels. Des peuples, tels que les Sumériens, expliquent les saisons par les dieux. Par exemple, le printemps est l'association d'Enki, l'eau, de Shamash, le soleil, et Ishtar, la fertilité. Et donc ça concerne également une vision du monde environnant. Les religions polythéistes de l'Antiquité donnent des explications diverses et variées concernant l'univers. On se retrouve donc chez les Sumériens qui nous disent donc que l'univers est une sphère née du chaos et organisée en 3 niveaux: le ciel, An, la terre, Ki, et les enfers. Dans l'Antiquité égyptienne, ou encore chez les Grecs, on a également cette idée de séparation divine entre le ciel et la terre. Une séparation de cette nature a également lieu entre le jour et la nuit, protection et destruction, etc. C'est une vision dichotomique, de la vie, c'est-à-dire qui sépare deux choses bien distinctes. Et il existe également des considérations multiples. On distingue en fait deux façons de concevoir la nature, donc toujours à l'Antiquité. Une nature nourricière et féconde, donc qui subvient aux besoins de l'homme, et également une nature sauvage. Elle est l'habitat des peuples, donc sauvages. Il existe donc une notion de danger sur laquelle on reviendra plus tard. Il existe également un culte de la nature et un art donc qui en découle. La nature donc connaît une perception symbolique. De cette perception résulte donc une attitude de soumission vis-à-vis d'elle. Des cultes et des rites naissent alors et un lien fort entre homme et nature apparaît. À chaque civilisation, ses lois régissant Dieu, l'univers et les hommes. Le Maat en Égypte, le Mé à Sumer, l'Avesta en Perse. Je m'excuse donc pour les prononciations, je ne parle pas le sumérien, vous vous en doutez bien. L'art permet donc la représentation de ces lois dans un temple, dans les temples notamment. En Grèce, des scènes mythologiques représentent la nature. À Rome, l'empereur Auguste utilise la nature en guise de décor pour ses bâtiments et même pour son image. Et la nature est également un objet d'étude scientifique. Chez les présocratiques, c'est-à-dire les philosophes d'avant Socrate, la nature est perçue comme un objet d'étude de l'univers. Des écoles naissent pour débattre sur celle-ci. Ceux qui débattent, des savants pour la plupart, sont toujours connus aujourd'hui. Par exemple, Pythagore, Thalès, connus de nos jours pour leurs théorèmes, mais qui étaient également à leur époque de très grands philosophes. Ils mènent donc tous des enquêtes sur la nature. Pour prendre donc la relève de ces présocratiques-là, on a deux mouvements philosophiques, parmi bien d'autres qui voient le jour, qui analysent en fait la nature. Donc on a les stoïciens, le stoïcisme, j'en parlerai sur ma chaîne à mon avis. Selon eux, donc, on va dire, ils perçoivent la nature comme supérieure à l'homme. Elle permet d'ailleurs donc son développement de l'homme. On peut la nommer Dieu, raison ou encore providence. Chez les épicuriens, la nature est créatrice, il faut savoir la contempler et la regarder. Mais donc, on avance dans le temps pour nous attarder sur la notion d'environnement dans le christianisme et dans l'Occident médiéval. Alors, dans le christianisme, on a une attitude paradoxale vis-à-vis de la nature.
D'un côté, on a une attitude qui est respectueuse. La nature est la création de Dieu, on ne doit pas nuire à la création de Dieu. Si je porte atteinte à la nature, je porte atteinte à Dieu. Mais d'un autre côté, on a une attitude dominatrice vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire que l'homme doit dompter la nature. J'invente rien, je tire ça de la Genèse, il y est dit en fait que l'homme doit soumettre les poissons, etc. Et cette ambiguïté en fait va durer tout au long du Moyen-Âge. Et donc on va s'attarder un peu sur le Moyen-Âge occidental en le divisant donc en trois périodes, hein, comme le font couramment les historiens. On commence donc par le Haut Moyen-Âge, donc le Haut Moyen-Âge ça va du 5e siècle au 10e siècle. Donc à cette période-là, la nature elle a un sens symbolique. On lit en elle la volonté de Dieu. L'astrologie est plébiscitée par exemple. Cette volonté est décrite par Rabban Mor. Rabban Mor, c'est un moine bénédictin et théologien germanique ayant vécu dans le Regnum Francorum. Ne me dites pas ce que c'est. Donc dans son livre De Universo, donc, il caractérise justement cette volonté de Dieu à travers la nature. Platon, avec son idée donc, du monde sensible, nous dit que la nature est la représentation de Dieu. Donc finalement, ça reprend un peu cette idée-là. Après lui, donc, Saint Augustin, donc vraiment au début du Moyen-Âge, pour rappel, qui est un philosophe et théologien chrétien donc romain, il reprend donc la pensée platonicienne pour devenir la référence donc jusqu'au XIIe siècle à peu près. Et là, on a un autre penseur, ça fait beaucoup, désolé, Pierre de Ronsard, donc c'est date 1524-1585, qui est un poète français en fait, qui nous dit donc, je cite, mais les hommes chargés de terre et de trépas méprisent tel écrit et ne le lisent pas. Et donc on arrive au Moyen-Âge central, donc le Moyen-Âge central ça va du 11e au 13e siècle, où la tradition grecque, non plus de Platon mais d'Aristote, revient, on va dire, à la mode, entre guillemets. Et en plus de ça, les sciences arabes font leur apparition en Europe. Et donc tout ça, on va dire, ne va pas dans le sens d'une nature divinisée, mais va plutôt démarrer un processus scientifique. Néanmoins, il faut vraiment annoncer ça, puisqu'on continue quand même de voir la nature comme une création divine. Dieu a créé le monde avec des lois précises. Et lorsque quelque chose d'étrange se produit, c'est qu'en fait Dieu a violé ses propres règles. D'ailleurs, si vous pouvez revenir sur Saint Augustin, malgré sa foi, il a participé à cette démarche plus scientifique de la façon de voir la nature. Et donc on termine sur le bas Moyen-Âge, donc qui va du 14e au 15e siècle. La nature et l'univers donc prennent le pas sur Dieu. Les hommes sont toujours croyants, mais ils considèrent désormais que la nature fonctionne sans Dieu. Une séparation entre nature et croyant s'opère en effet donc au XIIIe siècle. On se prépare alors à la modernité. L'humanisme voit le jour, on place l'homme au centre, au lieu de Dieu. Les Français deviennent peu à peu cartésiens, même si Descartes n'était pas encore né en fait. Avant même que Descartes vienne appliquer sa méthode scientifique, etc., de la raison, les Français, l'Occident en général, quittaient de plus en plus cette divination de la nature. Et donc effectivement, la raison nous transforme en observateurs de la nature. Et donc voilà pour l'introduction. On peut désormais donc s'attarder plus longuement sur l'axe 1 qui porte sur le rapport de l'homme en fait à la nature. Et donc en jalon 1, on a la forêt sous Colbert. Alors Colbert, on le verra après, c'était un ministre sous Louis XIV. Mais avant toute chose, avant de parler de Colbert, j'aimerais donner une introduction à la notion de forêt, notamment en France. Alors la définition de la forêt est la suivante. Formation végétale dense dominée par l'arbre, comportant plusieurs strates de végétaux et constituant un écosystème. Il existe donc plusieurs types de forêts, la forêt vierge, la forêt tropicale, la jungle, le bosquet, qui pour rappel est un boisement de petite étendue, le futet. Vous avez probablement appris un mot aujourd'hui. Donc un futet, c'est une forêt composée de grands arbres adultes issus donc de semis. Et donc tous ces types de forêts-là sont exploités d'une manière ou d'une autre par l'homme. Si on s'attarde un peu plus sur la forêt française, elle couvre actuellement donc 17 millions d'hectares, soit 30% du territoire métropolitain et 97% du territoire guyanais. Elle tient une place importante dans l'imaginaire des Français. Effectivement, en France, donc, l'État reconnaît la forêt comme étant une spécificité de son territoire. Mais donc, la forêt, une ressource naturelle, entre guillemets, a enjeux multiples. Alors,
il y a tout d'abord des enjeux politiques et géostratégiques. Après la guerre donc, de 30 ans, donc, qui est une défaite cuisante pour la France, la marine française donc, est dans un pied très tard. On s'est fait rouler dessus par les Anglais. De plus, elle se trouve dépendante des autres pays vis-à-vis du bois. C'est pourquoi, après la grande ordonnance de 1669, Jean-Baptiste Colbert, nous devons rappeler un peu ces dates, 1619-1683, donc qui à partir de 1665 devient l'un des principaux ministres donc de Louis XIV, hein, comme je vous le disais, en tant donc que contrôleur général des finances, secrétaire d'État de la Maison du Roi et secrétaire d'État de la Marine. Et donc il décide, ce monsieur-là, d'exploiter le bois français. En effet, donc celui-ci est nécessaire à la reconstruction de la marine française car il y a désormais un usage militaire à celle-ci. La préservation de la forêt devient donc un enjeu politique majeur, on la nationalise et on en transforme certaines parties en domaines. Cette politique de reboisement et d'utilisation du bois donc, va continuer sous Charles X puis Louis XVIII. Mais il y a également des enjeux écologiques à cette forêt. La politique de reboisement, donc déjà vue plus haut, peut aussi donc, se citer ici. Même si c'était déjà le cas avant, l'écologie est aujourd'hui plus que jamais au cœur des tensions. Là on quitte la période de Colbert. Donc l'ONF, Organisme national de la gestion des forêts, fait en sorte de protéger la forêt d'usages mal intentionnés. En effet, celle-ci est un grand refuge pour la biodiversité, des animaux, etc. C'est pourquoi donc il faut la protéger. Un cas parlant est donc celui de la Guyane, où se trouve une petite partie de la forêt amazonienne. Hein. Comme je vous disais précédemment, la Guyane est composée à 97% de forêt. Donc la forêt amazonienne, hein, qu'on surnomme assez régulièrement le poumon de la planète. Celle-ci, donc appartenant de facto à la France, se doit d'être protégée comme il se doit. Dans ces logiques de protection, plusieurs parcs nationaux, pour sigle donc PNR, ont été créés. En plus de cela, le bois est de plus en plus utilisé en tant qu'énergie renouvelable. On a également des enjeux économiques à cette forêt, et effectivement, en fait, celle-ci comporte plusieurs atouts du genre. Tout d'abord, et le plus évident, le commerce du bois. Celui-ci est plus important qu'on ne le croit. La sylviculture, donc, et également une défiscalisation à posséder des forêts, qui étaient souvent privées. Alors, je m'excuse, j'ai une faute d'orthographe dans ma fiche. Voilà. Un développement donc, du tourisme également, donc dans ces mêmes forêts, qui arrive en fait avec la création de PNR. Un type d'élevage est d'ailleurs très lié aux forêts, donc c'est l'agro-pastoralisme, soit le fait donc de laisser paître le bétail près des forêts. Et donc pour finir sur cette partie qui, je vous l'accorde, est très ennuyante, on va finir donc sur les enjeux sociaux et culturels de la forêt. La forêt tient une place centrale dans l'imaginaire des Français. Elle est source de contes et de fables, comme celle donc de Charles Perrault ou de Jean de La Fontaine. Il y a également des légendes, des fées aux monstres. C'est également un lieu de refuge pour les ermites. Bref, vous l'aurez compris, la forêt est un élément principal de fantasmes et de romans, etc. autour d'elle. Mais au-delà de ça, elle permet aux hommes de se fabriquer des objets de la vie de tous les jours et par conséquent de survivre. Sur le plan culturel, la chasse était au Moyen-Âge l'une des activités principales des seigneurs. Et depuis le début du XXe siècle, la forêt devient un bien national à protéger, elle se démocratise et devient un espace de choix pour les touristes. Mais donc, on va s'attarder sur les choses qui, à mon sens bien évidemment, sont plus intéressantes, qui sont donc les révolutions néolithiques puis industrielles. Et donc, en premier lieu, la révolution néolithique. Alors, ces dates, en moyenne, donc, la révolution néolithique s'est effectuée entre le XIe siècle et le VIe siècle avant Jésus-Christ. Même si l'on s'attarde... Non, mais qu'est-ce que je raconte ? Mais si l'on s'attarde sur les différents pays, on peut dire que au Japon, cette révolution a lieu entre 10 000 et 9 000 avant Jésus-Christ. Au Proche-Orient, entre 10 000 et 9 000, en fait, c'est là, au Japon et ici, qu'on dit que les premiers berceaux de l'humanité, en fait, puisque le Proche-Orient, notamment, on surnomme le croissant fertile. En Chine, ça a lieu donc vers 6 000 avant Jésus-Christ. En Europe du Sud, donc vers 6 500. Au Mexique et au Pérou, vers 5 000. Chez nous, on était très en retard, c'était vers 3 000 et 4 000, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas indiqué sur ma fiche, mais je crois que c'est ça. Donc effectivement, berceau géographique, donc je vous les ai dit, en Proche-Orient, donc croissant fertile, le Japon, etc. Quelles sont les techniques et outils nouveaux qui se développent avec cette révolution néolithique ?
On considère donc que la révolution néolithique a été source de nombreuses techniques et outils nouveaux. Le premier, donc, c'est la domestication des espèces animales et des plantes. On remplace la chasse, donc on remplace notre mode de vie qui était donc chasseur-cueilleur, par un élevage et de l'agriculture. Concernant donc cette agriculture justement, elle est au départ majoritairement céréalière, et donc de cette agriculture-là naît un mode de vie sédentaire, c'est-à-dire qu'on arrête notre mode de vie donc nomade, on arrête de se déplacer, etc. pour chasser, on reste à un endroit précis et on y cultive, comme je vous l'ai dit précédemment, en majorité des céréales. Et donc des villages pré-agricoles se forment, et au fur et à mesure sont des petites villes, etc. etc. De nouveaux artisanats se développent, la pierre polie, la vannerie, la métallurgie du cuivre ou encore le tissage. Et une proto-écriture se met en place, donc, qui sert avant tout, en tout cas au départ, à compter. Mais quelles sont les conséquences environnementales, sociales et démographiques de cette révolution? Alors tout d'abord, les révolutions environnementales, donc, les conséquences environnementales, il faut savoir que la révolution néolithique modifie, et on y revient donc au titre de l'axe, le rapport de l'homme à la nature. En effet, l'homme commence donc à s'emparer de la nature pour former les premières cultures céréalières. Il commence à exploiter certaines espèces dont il a besoin pour accélérer sa production agricole. Les conséquences sociales, donc, la société se sédentarise, ce qui les oblige donc à accumuler des grands stocks de nourriture. Le fait que la nourriture soit stockée force les peuples à défendre leurs terres pour ne pas mourir de faim. Les premières classes de guerriers naissent alors, et avec eux les premières guerres. Ces nouvelles classes entraînent dans le même temps donc une hiérarchisation de la société, avec au bas de celle-ci donc les paysans. On constate également les débuts de l'économie avec les premiers systèmes fiscaux et administratifs, tout cela qui en fait arrive avec la création des premiers impôts. Et donc les conséquences démographiques, avec la sédentarisation vient l'augmentation, vous vous en doutez bien, du taux de fécondité des femmes. En effet, on constate sur la période néolithique une augmentation de la population mondiale de 7 millions à 200 millions de personnes, sur bien évidemment plusieurs milliers d'années. Et donc voilà pour cette révolution, on peut maintenant s'attarder plus longuement sur la révolution industrielle. Alors celle-ci commence en fait au XVIIIe siècle, même si son âge d'or, la période que l'on connaît tous, c'est celle du XIXe. Elle s'établit donc à différentes phases, la plus connue étant celle qui s'étend approximativement de 1780 à 1880, avec la machine à vapeur, etc. Ça, on y reviendra. Nous sommes en fait encore aujourd'hui en pleine révolution industrielle, le progrès technique étant depuis donc le XVIIIe siècle constant, même si en fait il a toujours été constant. Et donc cette révolution tire son origine donc de l'Europe occidentale, donc on pense tout d'abord au Royaume-Uni, mais donc évidemment la France, l'Allemagne, puis les États-Unis. Et quelles sont donc les techniques et outils nouveaux qui se développent à cette période? Alors le premier outil qui nous vient à l'esprit, donc évidemment, je vous y reviens, la machine à vapeur. Alors théorisée pour la première fois en fait en France dès 1712, elle sera en fait achevée par Thomas Newcomen et le célèbre James Watt en 1769. Mais donc la machine à vapeur ne sera mise en application qu'après. Il vient ensuite donc logiquement les premiers chemins de fer, les usines sidérurgiques et autres manufactures. On constate partout dans le monde occidental une industrialisation effrénée. Donc tout cela dû à l'apparition de l'utilisation finalement du charbon. Après d'autres inventions viennent, la photographie également qui naît au XIXe siècle, et les premières recherches nucléaires qui arrivent à la fin du XIXe et début XXe, donc le Fordisme, le taylorisme, etc. Si ces sujets-là vous intéressent, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le travail et la technique, donc la 4e de ma série, donc vers le bac de philo. Et donc, quelles sont les conséquences environnementales, sociales et démographiques donc, de la révolution industrielle? Alors tout d'abord, les conséquences donc, environnementales, le début de l'exploitation des ressources fossiles, en premier lieu le charbon, puis le pétrole en fait aux États-Unis qui commence au XIXe siècle, entraîne une pollution de l'air de plus en plus forte. Les premières extractions de pétrole, dont j'y reviens, provoquent également une pollution des sols et des eaux. Dans le même temps, une urbanisation toujours plus forte provoque une transformation du paysage, vous vous en doutez. Les conséquences sociales de ça, donc, ce sont une exode rurale massive qui met en place. Donc la science commence à prendre de plus en plus le pas dans les diverses idéologies. Certains pays commencent également à dominer les autres, en l'occurrence ceux occidentaux.
Pour rappel, le 19e siècle est le grand siècle du colonialisme. L'Empire victorien anglais, donc, en est l'exemple. Et donc, les conséquences démographiques de cette révolution, donc, le premier aspect que l'on peut noter, donc, c'est l'allongement, finalement, de la durée de vie des individus, qui s'explique donc par une expansion donc, de la science et une amélioration de la médecine qui en découle. La société s'industrialise, créant par la même occasion de nouveaux types d'emplois. Et donc voilà pour l'axe 1, et je pense arrêter donc cette vidéo ici, laissant donc la place à la deuxième vidéo qui traitera de l'axe 2, puis de la conclusion. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite, si elle vous a plu et si elle vous a été utile dans vos révisions, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne du Coin Culture. On est bientôt 200 abonnés. Bon, c'est rien du tout, mais ça me fait plaisir. Et continuez, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages. J'en ai déjà reçu, à mon avis, une bonne centaine depuis que j'ai créé ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Donc, merci beaucoup à tous. Je continuerai ma chaîne. Je pense que je ferai des vidéos, surtout philo, prochainement. Parce que le bac du philo, pour le coup, lui est toujours bien là et il arrive. Donc, voilà. Merci beaucoup. Au revoir.